Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des accents en langue française. Et tout d'abord, qui a inventé ces maudits accents? Eh bien, ce sont les imprimeurs au XVIe siècle. Les imprimeurs, ceux-là même qui ont fait naître la notion d'orthographe française entre les années 1520 et 1530. Alors, je commence par le plus ancien accent écrit, imprimé en langue française, l'accent aigu. L'imprimeur Geoffroy Tory mentionne le manque d'accent en français, le manque d'accent écrit en langue française en 1529 dans une œuvre qui s'appelle Chant fleuri. Et puis, 4 ans plus tard, il va employer pour la première fois l'accent aigu lorsqu'il va éditer et imprimer l'œuvre de Clément Marot, le poète, qui s'intitule « L'adolescence clémentine », que vous voyez en surimpression avec en rouge marqué le premier accent écrit aigu en langue française. Dans cette œuvre figure aussi pour la première fois l'apostrophe en français. Alors cet accent peut vous sembler difficile, parfois inutile, mais détrompez-vous et regardez les quelques exemples que je vous fournis qui montrent qu'avec ou sans accent, le sens d'un mot, le sens d'une phrase peut changer. Alors la fonction d'un accent, aigu est toujours phonétique, c'est-à-dire qu'elle modifie toujours le son de la lettre du E sur lequel il figure. Alors je passe au deuxième accent, l'accent grave. Il apparaît aussi grâce à Geoffroy Tory, le même, en 1529. Et cette fois-ci, c'est avec une autre fonction, la fonction de distinction. Alors on appelle ça fonction diacritique. C'est la fonction qui permet de distinguer deux mots qui ont la même prononciation. Il va l'employer sur la préposition à, donc type « je vais à Paris », pour le distinguer du verbe avoir, il a ou elle a. Alors, ces accents nouveaux, aigus, graves, ne vont pas plaire tout de suite à tout le monde. Au XVIIe siècle, l'élite littéraire utilise peu les accents. Et Corneille, d'ailleurs, va employer au XVIIe siècle, va l'employer sur un mot comme « après », accent grave, comme en français moderne, mais il ne va pas être suivi par l'Académie. Et il va falloir attendre la 3e, 4e édition du dictionnaire de l'Académie, 1740 et 1762, pour que le système d'accentuation tel qu'on le connaît aujourd'hui soit adopté définitivement. Mais là, encore une fois, adopter ne signifie pas qu'il va être employé, puisqu'au XVIIIe siècle, par exemple, Voltaire n'emploie jamais l'accent grave. Au XIXe siècle, l'élite littéraire, encore une fois, néglige souvent les accents. Alors, je passe au troisième accent, c'est l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, il apparaît en grec ancien, il est employé par les moines copistes, mais avec une fonction qui a disparu. Ce circonflexe servait à montrer l'union de plusieurs lettres en un seul son. Regardez l'exemple du mot « maître ». Alors, les imprimeurs, eux, au XVIe siècle, vont lui trouver une nouvelle fonction, c'est une fonction qu'on appelle étymologique, c'est-à-dire qu'il va montrer qu'une lettre muette a disparu, comme vous connaissez des exemples comme hôpital par exemple, ou même le mot maître que nous venons de voir. Ronsard, au XVIe siècle, va l'employer sur nôtre, mais ça va encore être lent à se mettre en place et il va falloir attendre encore une fois les dictionnaires de l'Académie et 1740, enfin, l'accent circonflexe va être employé. Alors, 3 fonctions, donc, cette fois-ci pour le circonflexe, étymologique, donc, hôpital devient hôpital, fonction phonétique qui est un peu plus rare mais très utile, elle allonge la voyelle sur laquelle il se trouve et regardez les exemples châle et extrême, je prononce de façon plus longue la voyelle.
Et enfin, la fonction de distinction, donc diacritique. Et vous connaissez des exemples comme sur et sur, avec ou sans accent, la prononciation est la même. Ou côte et côte, où là, la prononciation change et le sens change, bien sûr. Je m'intéresse maintenant au dernier accent, c'est le fameux tréma. Alors ce tréma, il est employé dans les manuscrits au Moyen-Âge, mais chacun l'emploie à sa manière. Il n'y a pas vraiment de fonction définie, bien précise. Il va falloir encore attendre nos imprimeurs du XVIe siècle, et en particulier Robert Estienne, qui va employer pour la première fois le tréma dans un dictionnaire français-latin en 1549. Ce tréma va être confirmé, encore une fois, par l'Académie en 1762, et comme sa place n'a jamais été bien précise, on va attendre le XXe siècle. Une réforme en 1990 va rendre la place normale, la place actuelle du tréma. Regardez l'exemple d'une voix aiguë avant 1990 et après 1990 sur le U, c'est-à-dire sur la lettre prononcée. Alors les exemples sont nombreux en français avec des trémas. Regardez Caïman, Thaïlande, Haïti, égoïste, laïque ou la douleur, aïe, avec un tréma sur le i. Pour conclure, eh bien, je vous dirais que le français ne peut se passer des accents écrits. Même sur les majuscules, ne les omettez pas, ne les oubliez pas. Regardez cet exemple un peu ludique que je vous fournis, le coup de Gaulle. Eh bien, avec un accent aigu, tout devient plus clair, le coup de D de Gaulle. Je vous souhaite bon courage pour l'apprentissage et je vous invite au cours. À bientôt pour un prochain podcast.